Sujet relatif au vieillissement de la population et notamment au bien vieillir, c'est un sujet qui nous préoccupe depuis des années en Nouvelle-Calédonie, vu l'allongement de la durée de vie, qui est assez proche de celle des pays qui nous entourent, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais ce qui nous a préoccupé depuis les années 99 d'ailleurs, c'est qu'on a allongé considérablement la durée de vie de l'ensemble des populations, peut-être un peu plus dans le sud que dans le nord et les îles Loyauté pour d'autres raisons qui vont vous être exposées, mais qu'on a surtout allongé la durée de vie avec beaucoup d'incapacités et de maladies chroniques. Donc déjà en 1998-99, il y avait eu des études faites par l'Observatoire de l'action sociale et d'autres Élysées sur le vieillissement de la population, des enquêtes de besoins, domicile en établissement, etc., qui avaient donné lieu quand même, il y a eu des avancées, je ne vais pas tout renier, à l'élaboration d'un schéma gérontologique, mais valable qu'en province sud. Il y avait eu par ailleurs des études en province nord surtout. Le schéma gérontologique de l'époque adopté par toutes les collectivités est vite devenu obsolète, toutes les mesures préconisées ayant été adoptées néanmoins. Donc on a essayé, donc il y a eu quelques avancées assez spectaculaires même, on va dire de 2000 à 2005. Ensuite il y a eu un tassement et donc de nouveau à partir de 2012 on s'est reposé la question vu le nombre avec la création bien sûr du guichet unique personnes âgées en province sud, on s'est reposé la question vu le nombre un peu inquiétant de personnes âgées ayant des troubles importants, qui venaient demander des aides et l'orientation presque systématique des populations vers les maisons de retraite, y compris pour les populations du nord et des îles, quoique les fantasmes ou je ne sais quoi prétendent que la solidarité joue, on va vous le montrer, c'est pas si évident. Donc c'est vrai qu'en 2012, il y a eu une nouvelle enquête qui a été suivie de multiples réunions tant dans les services territoriaux que provinciaux, mais qui n'a donné suite il n'y a eu aucun aboutissement, aucun réel plan d'action à élaborer. Donc les 3 hôpitaux en 2018-2017 se sont mobilisés, les 3 hôpitaux territoriaux, vu les problèmes auxquels ils étaient confrontés, malgré les avancées, je ne peux pas revenir sur tout, la mise en place du centre de gérontologie clinique au CHS, etc. Olivier Carissimo qui était là avec nous, donc le sait, mais c'est vrai que depuis 2010-2012, les choses évoluent peu. Donc les 3 hôpitaux se sont mobilisés, vu aussi la nécessité de créer un service de court séjour au CHT, qu'on a laissé se créer parce qu'il y a un vrai besoin, sur la nécessité de faire à l'échelon du territoire, et non plus de se contenter à l'échelon de la province, parce que c'est très compliqué de renvoyer les gens parce qu'ils ne sont pas résidents en province sud. Donc d'essayer de répondre aux besoins et surtout en termes de prévention. Donc les 3 hôpitaux se sont mobilisés, ont réussi à mobiliser les 3 membres du gouvernement chargés, plusieurs d'ailleurs, il y avait aussi celui du logement chargé du secteur pour commanditer une étude qui a été payée par les hôpitaux avec une petite aide de l'AFD. Mais ce sont les hôpitaux qui ont été le moteur, mais en étant portés par les membres du gouvernement, ce qui était excellent et ce qui a permis donc à l'enquête de se réaliser. Et pour conclure, on vous dira la suite. Voilà, je passe la parole à Pascal de Grélan et Valérie Albert-Dunet qui ont mené l'enquête plusieurs mois durant et que je félicite parce que c'est un énorme travail et de qualité. Merci Jacqueline. Oui, donc moi je suis très heureuse de vous présenter ce rapport avec Valérie et Madame Bernu aujourd'hui parce qu'effectivement c'est le résultat d'un long travail. Et on a effectivement obtenu en mai 2018 une lettre de mission donc des 2 membres du gouvernement en charge de la santé et de la protection sociale pour effectivement réaliser cette mission qui était de faire un état des lieux du bien vieillir en Nouvelle-Calédonie, en tout cas de faire un travail de diagnostic pour pouvoir apporter, je dirais, des éléments qui serviraient à une décision stratégique ensuite, en tout cas une réflexion autour d'une politique du bien vieillir. Donc effectivement
l'origine du travail en mai 2018. Alors, comment avons-nous procédé? Nous avons travaillé entre 14 mois sur ce diagnostic, donc en 4 phases. La première phase donc, a consisté en la mise en place, la mise en œuvre d'une étude qualitative, donc en 2 périodes. Une première période où nous avons organisé 12 consultations plénières dans 11 communes du territoire. Donc les points en vert, ce sont les communes où nous avons effectivement organisé ces consultations plénières. Donc consultation plénière auprès de la population, donc 2 types de consultations. Une consultation auprès des aidants, où nous avons donc entendu et effectivement questionné 99 aidants du territoire, donc qui correspondent, ces réunions permettaient d'avoir une idée des problématiques de l'ensemble des zones de vie et des bassins de population de la Nouvelle-Calédonie. Un groupe de travail qui a été mis en place, toujours dans ces 11 communes, auprès des professionnels de santé, mais aussi la société civile, religieux, coutumiers. Enfin, on a effectivement là rencontré dans ce groupe de travail 166 personnes qui nous ont donné leur avis aussi sur le bien vieillir en Nouvelle-Calédonie. Et puis, deuxième phase, effectivement, de cette étude qualitative, donc des entretiens semi-directifs réalisés auprès de professionnels de santé, donc auprès de 72 professionnels de santé qui étaient donc exercés dans les établissements de santé, dans 2 centres médico-sociaux, mais également dans 3 EHPAD et à l'instance de coordination gérontologique. Et puis, entretiens semi-directifs qui ont été réalisés par Valérie, auprès de 99 patients qui aussi ont témoigné. Donc on avait avec cette étude qualitative une vision très large, je dirais, des problématiques, que ce soit aussi bien société civile, professionnelle, effectivement même patients eux-mêmes et aidants. C'était important aussi pour nous d'avoir cette vision, je dirais, familiale du bien vieillir en Nouvelle-Calédonie. Et puis dernière partie de ce travail, je dirais la partie analyse, et puis effectivement la partie élaboration et conception du rapport. Alors, juste une précision sur la méthode utilisée pour réaliser cette étude bien vieillir en Nouvelle-Calédonie. Alors, on a été effectivement, et on a eu la chance d'avoir le soutien méthodologique et financier de l'Agence française du développement et de la Fédération hospitalière de France. Donc on a eu recours à une qualiticienne, une experte en études qualitatives, qui nous a aidé à utiliser et à extraire, je dirais, le sens de cette masse assez considérable d'informations, puisque je crois qu'on avait plus de 10 000 occurrences d'informations à classer et à traiter. Donc la méthode est très simple, on a classé ce qui nous a été dit, effectivement, en fonction de zones géographiques qui correspondent finalement à, je dirais, des problématiques très particulières. La zone, on va dire, urbaine. Donc il y a la zone de la province, de la zone de Nouméa, je dirais la zone urbaine sud, la zone urbaine nord, où là on a effectivement Vaud, Poumac et Poindimier, et puis les zones rurales de la province sud et nord, et la zone insulaire. Donc 5 zones qui correspondent au découpage des provinces. On a respecté le découpage provincial, et face à cette masse d'informations, on a effectivement regroupé toutes ces informations, on les a classées en fonction des problématiques qui sont sorties dans les entretiens. Et donc on a les 10 problématiques qui sont présentes ici, qui sont vraiment, je dirais, le reflet de ce qui nous a été dit. Nous n'avons pas du tout, je dirais, orienté en quoi que ce soit ce classement, c'était vraiment le résultat de l'analyse de toutes ces données. Et Valérie vous présentera les résultats de l'étude qualitative. Donc voilà, 10 catégories qui seront détaillées ensuite. Alors, juste quelques notions, il nous semblait important de vous donner quelques éléments, je dirais, épidémiologiques de cette population des plus de 60 ans sur le territoire, puisque c'est la première fois qu'on fait cette photographie du bien vieillir en Nouvelle-Calédonie. Alors, aujourd'hui, ces données dont on dispose, effectivement, on a eu la possibilité de recueillir pas mal d'informations qui étaient quand même assez difficiles à recueillir, je dois dire, et pas toujours très homogènes. Donc vraiment, il faut prendre avec précaution ces informations, mais elles vous donneront quand même des grandes tendances de la population des plus de 60 ans sur le territoire. Une personne sur 8 aujourd'hui a plus de 60 ans sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. En 2030, c'est demain, 1 sur 5. Et la population des plus de 80 ans va tripler d'ici 2030. Donc effectivement, une évolution, comme le disait Mme Bernu, de cette population. L'espérance de vie, elle est effectivement variable d'une province à l'autre.
Et ça, c'est effectivement assez spectaculaire. Il y a 2 ans et demi d'écart entre la province sud et la province nord et la province des îles. Et l'écart s'aggrave quand on pense aux hommes et aux femmes, quand on se considère le fait que ce soit homme ou femme. Il y a une question importante, c'est qu'on parle d'espérance de vie, mais on ne peut pas aujourd'hui parler uniquement d'espérance de vie sans parler d'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire le nombre d'années qu'on va ajouter avec une qualité de vie aux années supplémentaires gagnées. Et c'est une notion absolument essentielle qui n'est pas du tout étudiée ici, mais pour information en métropole, les chiffres sont assez impressionnants parce que l'espérance de vie en bonne santé est de 62 ans, 63 ans, et alors que l'espérance de vie est de 80 pour les hommes environ et 85 pour les femmes. Donc cet écart est à prendre en considération parce que la qualité de vie, c'est pas vieillir seulement, c'est vieillir dans de bonnes conditions. Pour finir, on a effectivement aussi, et c'est un indice de vieillissement qui est tout à fait intéressant puisqu'il va vous permettre d'évaluer le degré de vieillissement d'une population. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter, se limiter à dire on a tant de personnes d'un certain âge sur le territoire. On a aussi un ratio entre les personnes jeunes et les personnes de plus de 65 ans. C'est-à-dire que pour 100 personnes de moins de 20 ans, on va calculer combien de personnes ont plus de 65 ans. Et donc la Nouvelle-Calédonie a un ratio, donc un indice de vieillissement qui est effectivement de 27 sur l'ensemble du territoire. Et très étonnamment, ou pas d'ailleurs, on se rend compte que là où le ratio et l'indice de vieillissement est le plus fort, c'est en zone sud, en zone, ce que nous on appelle la zone urbaine sud, c'est-à-dire Nouméa et Grand Nouméa. Donc après, effectivement, on voit les ratios de vieillissement de la population métropolitaine qui sont vraiment tout à fait différents, 76, mais si on se compare à La Réunion, on a 33 d'indices de vieillissement. Et puis, effectivement, ça j'ai déjà dit, triplement. Alors, rapidement, aujourd'hui, on a 90% des personnes de plus de 60 ans sur le territoire qui sont en activité, qui sont retraitées, pardon. Et effectivement, quand on s'intéresse aux conditions de vie de cette population, on peut être aussi extrêmement étonné de constater que 12% de la population du territoire de plus de 60 ans bénéficie du minimum vieillesse. Par contre, quand on observe au sein des 3 provinces la répartition de la population de plus de 60 ans bénéficiant du minimum vieillesse, on est à 6,6% en province sud, alors qu'on monte à près de 50% en province des îles. Ça, c'est aussi une donnée assez spectaculaire. Pour finir, en termes de conditions de vie, on sait qu'aujourd'hui, sur le territoire, on s'était inspiré des données, je ne l'ai pas précisé, des données du recensement de 2014, hein, pour vous présenter ces informations-là. 16% de la population des plus de 60 ans vit seule, alors que quand effectivement on s'intéresse à la population des plus de 80 ans, quasiment une personne sur 4 vit seule. Alors, comme le disait Madame Bernu tout à l'heure, presque, soit 50%, on va dire, de la population des plus de 60 ans, effectivement, est touchée par une longue maladie. Ce qui est quand même aussi, là aussi, un chiffre assez préoccupant, avec dans ces 3 maladies majeures qui concernent la population âgée du territoire, l'hypertension artérielle, le diabète, ça ne vous étonnera pas, et les tumeurs. Et puis on s'était intéressé, parce que c'est effectivement une problématique, la démence, mais on a très peu de données, mais on sait que sur 7 ans, entre 2010 et 2017, il y a eu effectivement un doublement du nombre de démences sur le territoire. Donc là aussi, focus. Et pour finir, ce que je voulais juste, effectivement, ce qu'on voulait présenter, c'était, je dirais, un focus sur la population au sein des établissements de santé. On a 32% des patients des hôpitaux MCO, on va dire court séjour, donc la clinique, le CHN et le CHT, 32% de ces patients qui ont plus de 60 ans. Alors qu'on sait que la population des plus de 60 ans correspond à 12,5% des patients du territoire. Donc ça donne une idée, effectivement, de l'occupation hospitalière de cette population. Et quand on s'intéresse au parcours de ces patients, on se rend compte que la durée moyenne de séjour est beaucoup plus longue quand ces patients ont besoin d'une place en structure d'aval. Donc là aussi, on fait ce constat que voilà, la DMS est modifiée en fonction de la destination du patient. Et puis, pour finir, avant de passer la parole à Valérie, près de, effectivement, 58% des patients décèdent en établissement de santé aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie.
Donc voilà, je ne vais pas aller parler plus longtemps pour laisser la parole à Valérie Albert-Dudet, qui est donc chef de service de gériatrie au centre hospitalier Albert Bousquet à Nouville. Merci. Juste pour rajouter quelques données, alors on a 240 pages sur le rapport, si vous voulez les lire sur votre table de chevet. C'est une extraction de certaines données, mais il y en a encore d'autres. Par exemple, les soins de nursing chez les personnes de plus de 80 ans, ça concerne une personne sur deux. Par exemple, au niveau des données comme ça aussi, 14% des gens ont l'aide médicale A. Pour les patients hospitalisés, 56% sont à la clinique des plus de 60 ans. Voilà. Donc il y a encore d'autres données où je vous invite à relire. C'est vraiment un échantillon de données qu'on a eu beaucoup de mal à collecter et on a dû extraire pour faire ce PowerPoint. Alors maintenant, moi je vais vous parler de l'enquête plutôt qualitative qui a été faite donc, sur les aidants, sur les professionnels, sur les patients. Donc là c'est pareil, on a essayé d'en faire une synthèse, mais il y a 240 pages à lire que je vous invite encore à lire. Voilà, alors on l'a décomposé en 10 catégories. La première, c'est la formation. Les aidants, les professionnels mettent en avant le manque d'information des aidants, des professionnels sur les dispositifs d'aide afin de mieux... en même temps vous, afin de mieux orienter. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas vers qui se tourner. Il manque un repérage et un manque d'informations sur les maladies liées au vieillissement. Donc en bleu, vous avez toutes les propositions des personnes auditées. Donc ce qu'ils veulent, c'est un guichet unique. Un guichet unique, une plateforme d'information avec un numéro unique et surtout qu'il y ait des relais de proximité dans les tribus, dans les villages pour qu'on puisse leur expliquer comment faire et comment être informé. Et le dispositif de l'infirmière de gérontologie qui existe sur la côte Est est vraiment une plus-value que beaucoup de gens aimeraient que ce soit déployé sur d'autres zones, notamment en milieu rural. La deuxième catégorie, c'est le financement et les démarches administratives, beaucoup trop compliqué pour les gens. Je rappelle que c'est pas négatif ce que je vais dire, mais c'est une réalité. On a 18% d'illettrisme en Nouvelle-Calédonie, 40% chez les gens de plus de 55 ans. Donc je ne sais pas le taux d'illettrisme chez les plus de 65-80 ans, mais les démarches administratives sont complexes, sont difficiles. Il y a plusieurs financeurs. C'est un millefeuille administratif. Et c'est le parcours du combattant pour les aidants, les professionnels. Et donc, il manque aussi un dispositif d'aide sociale en urgence parce que quand ils sont hospitalisés, notamment pour les AVC, c'est compliqué après pour les faire sortir. Donc, ce qui demande, simplifier les démarches administratives, une couverture santé complémentaire à rendre obligatoire parce que beaucoup sont cafatés mais pas de complémentaire, un fonds unique avec un seul financeur et surtout une politique publique tournée vers la personne âgée. Troisième catégorie, les coopérations entre les établissements. Un manque de coopération entre les professionnels, un manque de confiance. Il y a des médecins notamment qui nous ont dit, provinciaux, qu'il y avait une certaine discrimination lorsqu'ils adressaient leurs patients aux urgences ou par le SAMU, etc. Et donc ils avaient des difficultés à les faire adresser. Les professionnels ne se connaissent pas entre eux. Il y a un manque de coordination aussi, l'absence d'outils informatiques dédiés, le dossier médical partagé, il y en a qui sont sur papier, il y en a qui sont sur ordinateur, il y en a ils ont plusieurs logiciels à la clinique, une méconnaissance des acteurs, et donc vraiment ce qu'ils demandent c'est un réseau, la mise en place d'un réseau de soins, un réseau de santé gériatrique territoriale, l'informatisation avec un dossier médical partagé, la téléconsultation, la télémédecine, un carnet de liaison avec les libéraux, développer l'infirmière gériatrique de pratique avancée, notamment en milieu tribal. Ça a été fortement avancé, notamment pour repérer les sujets fragiles, et des conventions entre les établissements pour faciliter le parcours du patient, parce qu'en fait, on en reparlera après, mais il manque un circuit court pour les personnes âgées à l'hôpital. Le parcours d'accompagnement, donc là c'est le gros pavé, c'est l'offre de soins, l'offre médico-sociale, que volontairement on n'a pas voulu dichotomiser et qu'on a vraiment analysé ensemble, donc le sanitaire et le médico-social. Donc les grosses problématiques, c'est disparité dans l'offre, bon ça vous le savez,
dysfonctionnement dans certains dispensaires, notamment à Calagomel, on nous a dit qu'il n'y avait pas de médecin depuis plusieurs mois. Disparité dans l'offre de soins, donc qui est essentiellement concentrée en province sud et peu sur le nord et les îles. Disparité dans l'accès aux soins aussi pour les personnes âgées dépendantes, parce qu'effectivement quand ils sont en province des îles et qu'ils viennent sur Nouméa, il y a une rupture dans les cartes aide médicale. Un manque de visite à domicile des professionnels. Quand les personnes de plus de 60 ans, donc ça on a récupéré les chiffres au niveau de la CAFAT, une personne, un médecin, je vous dirais des bêtises, mais en fait ils font peu de visites à domicile pour les personnes âgées dépendantes et plus de consultations. Et plus on avance dans l'âge, et plus ces personnes-là auraient besoin de visites à domicile. En gros, c'est ça. Il y a une concentration des structures d'hébergement sur le Grand Nouméa et aucune en province des îles, une seule en province nord qui est sur la côte ouest, mais il n'y a pas de structure sur la côte est. Des hospitalisations retardées pour plusieurs raisons, parce que déjà les gens ont peur d'aller à l'hôpital, les personnes âgées notamment de brousse ne veulent pas descendre sur Nouméa, donc du coup ils retardent et en fait c'est beaucoup trop long. Et quand ils arrivent aux urgences, il manque un circuit court, les personnes âgées attendent longtemps, parfois il y a des aidants qui nous ont dit qu'ils avaient ce sentiment de manque de dignité aussi de la personne âgée quand elle arrive aux urgences ou quand elle arrive à l'hôpital, parce que du coup ils ne savent pas où changer leur protection, voilà. Donc il y a une prise en charge gériatrique, une lutte contre l'agisme et contre la discrimination à l'âge à mettre en place au sein des hôpitaux, mais dans notre quotidien en fait. Un manque de prise en charge gériatrique hospitalière, notamment sur le CHN, le CHT, où la prise en charge de la personne âgée doit être faite, des sorties mal préparées, ou par le circuit du matériel médicalisé qui n'est pas fait, les infirmiers ou les libéraux qui ne sont pas appelés. Un manque de lits de soins de suite. Alors, aussi par manque de lits ou de structures d'hébergement, donc ça fait un peu effet ricochet, mais il manque clairement des lits de soins de suite pour évacuer un peu le court séjour, et des patients gériatriques complexes qui ont été identifiés, c'est-à-dire des patients chuteurs avec des troubles du comportement qui vivent seuls, et donc ces patients-là, les aidants et les professionnels n'arrivent pas à bien les prendre en charge parce qu'ils sont pour plusieurs raisons. Donc voilà, donc il y a énormément de recommandations qui ont été proposées, mais surtout le défi pour les ODT, c'est de maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées à leur domicile et de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent mourir chez eux. Je rappelle la slide de Pascal, 5% des gens décèdent en EHPAD, beaucoup décèdent à l'hôpital, très peu encore décèdent à domicile. Et c'est leur souhait. Voilà, et donc besoin de formation gériatrique, de repérer les personnes âgées fragiles, renforcer le maillage, rendre l'accessibilité aux soins pour les personnes âgées. Par exemple, le dentiste, c'est difficile d'aller chez le cabinet du dentiste en fauteuil roulant, garantir des soins complexes à domicile, etc. Et ce qu'ils ont surtout aussi demandé, c'est développer des structures alternatives de répit. Beaucoup d'aidants sont en difficulté, ont besoin qu'on les soulage à la journée, à la semaine, et ça n'existe pas. Donc ils ont demandé des accueils de jour, ils ont demandé aussi des résidences seniors, un peu notamment dans les villages de brousse comme Bourail, parce qu'il y a de l'insécurité proche des offres de services. La maison de retraite, c'est une idéologie assez occidentale, donc beaucoup de gens nous ont demandé de repenser un mode de structure d'hébergement à l'océanienne, où on pourrait accueillir des gens qui répondent à leur représentation du vieillissement, et de promouvoir un rééquilibrage entre les EHPAD, notamment Est-Ouest, Nord-Sud et province des îles surtout. Autre catégorie, les ressources humaines, épuisement des professionnels de santé, précarité des auxiliaires de vie, gros turnover, notamment à la province. Je suis désolée Isabelle, mais c'est beaucoup la province des îles qui est incriminée. Mais gros turnover de professionnels, avec des ruptures de contrat. Voilà. Alors, on a une force quand même, nous, c'est qu'on a des océaniens et des soignants océaniens qui sont bienveillants et qui savent prendre en charge les personnes âgées. Donc, c'est une vraie valeur ajoutée. Par contre, c'est vrai que ces auxiliaires de vie sont en situation de précarité, avec des contrats, et du coup, c'est compliqué. On manque aussi d'infirmiers à domicile, notamment sur Marais. Il n'y a pas d'infirmière libérale, il n'y a pas d'infirmière libérale.
Donc c'est très compliqué de maintenir les personnes âgées sur certaines zones. Voilà. Il manque, donc ce qu'ont demandé aussi les audités, c'est un HAD, une SIAD, pour permettre justement pour les personnes avec des soins de nursing lourds ou des fins de vie de pouvoir les assurer à domicile. Et les aidants ont demandé des VAE, c'est-à-dire que leur expérience d'aidant, de s'être occupés de leurs parents, puisse être une validation des acquis pour en faire leur métier. Parce que, voilà. Et puis là, la revalorisation des grilles salariales, ça c'est surtout entre les EHPAD et les hôpitaux, où effectivement les grilles salariales des infirmiers sont différentes. Et donc les EHPAD, les établissements médico-sociaux ont du mal à recruter des infirmiers. Autre catégorie, les transports et les infrastructures, gros dysfonctionnements multiples et variés au niveau des ambulances, compétences, accords en temps préalable, etc. Un manque de transport adapté aussi pour les personnes à mobilité réduite. Et donc ils ont demandé à ce qu'il y ait une offre de transport intermédiaire qui soit mise en place pour permettre aux gens de se rendre à l'hôpital ou de pouvoir sortir des tribunes. Autre catégorie, l'habitat. Alors ça c'est un gros frein, beaucoup de logements insalubres, des personnes âgées qui vivent dans des conditions précaires, qui vivent aussi dans des endroits isolés, qui retardent l'accès aux soins. Et il y a un manque d'anticipation dans les besoins d'adaptation du logement, notamment dans la vieillesse. Et puis c'est un habitat océanien, donc c'est un habitat avec un bloc sanitaire extérieur, une cuisine qui n'est pas du tout adaptée pour les personnes âgées. Et on a une enquête que vous verrez dans le rapport sur les logements sociaux par les bailleurs sociaux en province sud, avec des délais d'obtention pour les personnes en province sud de plus de 60 ans, qui est 18 mois pour obtenir un logement social. Donc il faut vraiment arriver à ce que les conditions d'habitat et du logement soient améliorées, mais aussi les services de l'habitat. La province des îles, donc là, il a été remis en place il n'y a pas très longtemps. Province Nord, le bailleur social avait été arrêté. Mais c'est vrai que les conditions de logement et d'habitat sont importantes pour améliorer la prise en charge. Autre catégorie, les aidants et les familles. Des aidants qu'on a beaucoup interviewés, épuisés, fatigués, qui se sentent... dont le retentissement sur leur santé et leur vie professionnelle est impacté. Des aidants qui sont en difficulté pour prendre en charge par manque d'information, par manque de formation, et qui sont aussi face à des troubles du comportement. Et puis il y a toute la représentation aussi et le côté aidant dans le milieu kanak, qui a un devoir, un sacrifice, une dévotion, et souvent ça peut être reporté sur pas forcément la fille, la belle-fille, mais aussi une petite nièce, et on a vu des mineurs. Donc la famille, c'est vraiment le pilier du maintien à domicile, mais on se rend compte quand même qu'on est dans une société en mutation, dans une société où maintenant les femmes sont émancipées, le rôle coutumier de chacun a un peu, les billes ont un peu changé, et du coup il y a quand même un effritement des solidarités. Il y a l'exode aussi lié au travail et à l'emploi, des conflits beaucoup dans les familles par rapport aussi aux conflits terriens, coutumiers, et donc on se rend compte que nos seniors sont pas abandonnés, mais qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Il y a de la famille qui gravite autour, mais qui n'est pas forcément aidante, soutenante, et qu'on se réfère à la collectivité, et que ça ne peut plus être du ressort familial, alors que c'est avant tout la famille. C'est d'abord une histoire de famille, mais on voit que la société est en mutation. Ces aidants ont besoin de souffler, ces aidants ont besoin d'être formés, ces aidants ont besoin d'être reconnus, et on a aussi, nous, cette difficulté en tant que soignants de connaître la personne de confiance et référente dans cette société qui est communautaire. Donc ça embraye sur l'autre catégorie qui est la tradition et la représentation du vieillissement, où l'accès à la médecine traditionnelle est en priorité favorisé. Il y a la peur d'aller à l'hôpital. Pour certains aidants, la nudité et de faire les toilettes, c'est difficile parce qu'il y a cette pudeur. Le fait aussi de mettre en place une infirmière ou une auxiliaire de vie, c'est compliqué parce qu'ils n'acceptent pas une personne extérieure, parce qu'on va rentrer dans le milieu sacré de la famille. Une personne extérieure va rentrer. Le concept de maison de retraite ne correspond pas à l'idéologie kanak.
Donc du coup, il faut repenser un peu. Et les aidants ressentent un sentiment d'abandon ou de culpabilité quand ils laissent leurs parents dans ces structures. Et puis, on a essayé de parler aussi de la mort. La mort est un sujet tabou. Quand on a essayé de parler de ça et de la fin de vie, c'était « mais on ne va pas en parler parce que c'est la provoquer ». Donc du coup, il y a vraiment un changement de regard à mettre en place. Et il y a aussi sensibiliser les professionnels aux coutumes et à la médecine traditionnelle. Et enfin, la dernière catégorie, c'est qu'on assiste de plus en plus à une spoliation de nos seniors par rapport notamment à la mise en place du minimum vieillesse, une augmentation du nombre de mesures de protection judiciaire qui ont été mises en place, une méconnaissance du choix et du droit de la personne âgée, et qu'il y a un réel manque de coordination avec les services de la justice, que ce soit le procureur ou le juge des tutelles. Et l'essor des mesures de protection est important, et de plus en plus chez les gens de statut particulier. Donc du coup, ce qui est préconisé, c'est une politique, on a fait un rapport, et nous, ce que l'on pense, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment une politique inclusive, où elle est intersectorielle, où la personne âgée est intégrée dans chaque politique publique, qu'elle soit économique, avec la mise en place de cette silver economy, parce que c'est pas parce qu'on est âgé qu'on est un poids pour la société, bien au contraire, on peut aussi rapporter de l'argent, et on peut aussi apporter notre expérience. Dans la politique de la famille, dans la politique du logement, dans la politique des transports, au niveau sanitaire, avec la prévention. Je pense que si on prévient le vieillissement, si on se prépare au vieillissement, si on l'anticipe avec une politique préventive durant l'enfance, eh ben on va être vieux en bonne santé. Voilà, c'est notre objectif, qui est vraiment une politique en amont de prévention, une politique de santé publique avec des coopérations, une observation de bons comportements, voilà, etc. Alors, juste l'OMS a mis dans son rapport que les pays occidentaux ont mis 115 ans pour s'adapter au vieillissement, l'Inde et la Chine ont mis 25 ans, l'Australie et la Nouvelle-Zélande 60 ans, nous on a 20 ans. Donc, en gros, et c'est ce qui fait, on en finira, on devait présenter ce constat au comité stratégique en début d'année, mais il y a eu le Covid, donc du coup on n'a pas pu le présenter auprès des membres du gouvernement et du comité stratégique. Il nous manque un diagnostic partagé entre les acteurs, les institutions, les financeurs et le plan d'action. Il nous manque aussi à définir ce portage institutionnel du projet Bien vieillir et découler ensuite comment ça va s'organiser après. Donc c'est tout l'enjeu qu'on est en train de faire avec Madame Bernu et les autres établissements. Voilà, donc nous ce qu'on voulait c'était vous présenter le rapport et puis après on en débattra. Voilà, en tout cas, je voulais, moi, remercier vraiment tous donc Pascal, Jacqueline, les directeurs qui nous ont fait confiance, mais aussi tous les participants, parce qu'il y a énormément de gens qui se sont livrés, des aidants qui ont pleuré. On a quand même eu des situations très difficiles à gérer. Et beaucoup de gens dans la société civile nous ont fait confiance et attendent ce rapport, je pense, parce que ça répond à une grande demande chez eux. Voilà. Merci beaucoup pour